Bienvenue à Format Éclair. Nos participants qui relèveront le défi de cette semaine sont Nelson, Justine et Sarah-Jeanne. Bon, ben alors, je m'appelle Stéphane Rochelot, natif du beau village de Saint-Bruno-de-Guigues, dans le beau Témiscamingue. Mais je ne vous cacherai pas que j'ai passé une bonne partie de mon adolescence à Ville-Marie, parce que c'était un peu, des fois, c'était tranquille un peu à Guigues. J'ai eu la chance de commencer à toucher aux communications en travaillant assez jeune à la radio de Ville-Marie, à CKVM, avec un ami, Martin Héroux, que vous connaissez peut-être. On avait eu la chance de nous avoir... on nous avait donné tous les week-ends à Martin et moi. Donc, Martin faisait les matins, samedi, dimanche, et moi, je faisais tous les après-midi, samedi, dimanche, pendant presque toute mon adolescence. Je dis souvent que j'ai presque mué à la radio, ce qui est quand même assez particulier. On était bien jeunes, ils nous ont donné cette opportunité-là qui était vraiment le fun. Et tout ça, ça m'a amené donc à m'intéresser aux communications. Je suis allé étudier à Ottawa dans un collège qui s'appelle le Collège Algonquin, qui faisait un cours qui s'appelait Radio-Télédiffusion. Drôle de nom, mais on faisait effectivement télé et radio, autant devant la caméra que derrière la caméra, ou devant le micro que derrière le micro. C'était une technique assez intensive que j'ai fait à Ottawa. Pensant faire de la radio, je me suis retrouvé à faire plutôt de la télé. J'ai été longtemps caméraman pour l'information à TVA, à TQS. J'ai fait 10 ans à peu près de caméra. Et de ça, ça m'a mené à la réalisation. J'ai commencé à réaliser en 2000 peut-être. Ça fait déjà 20 ans, mon Dieu. Et donc, j'ai fait plusieurs différents trucs comme réalisation. Souvent dans des trucs pas nécessairement à grand déploiement, là, pas des variétés, mais j'ai fait des émissions comme La Petite Séduction à Radio-Canada qui était en ondes pendant longtemps avec Danny Turcotte. J'avais eu la chance d'ailleurs de faire La Petite Séduction de Ville-Marie, donc de tourner dans mon patelin. Alors, je fais de la réalisation assez large, magazine, documentaire, série, tout ce qui touche un peu là, le contenu, moins la variété. Et ça, donc, ça fait une vingtaine d'années là, que j'œuvre à Montréal, à la pige, comme on dit. Je suis un pigiste. Alors, je vogue de contrat en contrat, grosso modo. OK. Êtes-vous bien assis? Oui, vous êtes bien assis. Non, ça sera pas si compliqué. Moi, je ne sais pas si c'est parce que j'avance en âge, mais j'avais le goût de vous proposer quelque chose. Puis je ne suis pas au courant de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, alors j'y vais comme je le pense. J'avais le goût de vous proposer comme défi de me faire une ou des capsules un peu à saveur un petit peu plus historique. C'est pour ça que je dis que j'avance en âge. On dirait que l'histoire me fascine. Et on dit souvent que le Témiscamingue, l'Abitibi, c'est une jeune région. Mais quand on se met à fouiller, on se rend compte que de l'histoire, il y en a. Alors, puis je pense aussi que l'histoire, ça peut être raconté sans être plate. Puis je pense qu'il y a moyen de faire des capsules informatives, d'affaires que peut-être que moi, je sais, peut-être que Chloé sait, mais peut-être que les plus jeunes de votre génération ne savent pas. J'aurais des exemples à vous donner. Et ça, ce sont que des exemples. Vous n'êtes pas obligé de prendre ceux-là, mais je trouvais que ça en était des intéressants. Alors, si ça vous inspire, tant mieux. Je vous ai dit tantôt que je venais de Gig. Et moi, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de camping au lac Témiscamingue, à la baie Joanne qu'on appelle. Mais on savait aussi, j'avais entendu dire quand j'étais petit qu'il y avait la baie de la Mine qu'on appelle au bord du lac Témiscamingue. Je me suis toujours questionné sur pourquoi on appelait ça la baie de la Mine. J'ai fait peu de recherches, mais je me suis rendu compte qu'il y avait eu une mine aux abords du lac Témiscamingue. J'aimerais ça en apprendre un peu plus sur cette mine-là, qui semble-t-il était une des premières mines en Amérique du Nord. J'ai des doutes là-dessus, mais j'aimerais ça en savoir plus. Ça pourrait être une façon de m'informer sur quelque chose d'historique. Je vous ai aussi parlé tantôt que j'avais travaillé à la radio de CKVM, CKVT. C'est une radio qui est très particulière dans son indépendance par rapport à tout ce qui est réseau. C'est pas une radio communautaire. C'est pas une radio non plus qui appartient à un groupe. C'est une radio privée. Et ça, c'est très rare encore au Québec aujourd'hui. Et il y a des grands noms qui sont passés à cette radio-là. Je ne parle pas de moi et de Martin Héroux, là. Je parle d'animateurs qui ont été vraiment des grands noms. Et il y a une historique, donc, vraiment intéressant sur comment cette radio-là est née, puis comment elle s'est développée avec les années. Moi, je trouve que ce serait une belle opportunité de faire une capsule historique sur la radio de Ville-Marie, qui est unique en son genre un peu.
Et troisième possibilité dont je vous parle, c'est, vous êtes évidemment au courant de l'ouverture du parc Opémican dans la région. Grosse affaire, on parle beaucoup là, des attraits modernes de ce parc-là, camping, découverte de l'endroit, de la nature. Mais il y a aussi un volet hyper historique à cet endroit-là, qui est un lieu où la Drave avait ses installations, la Drave sur le lac Témiscamingue, quelque chose qu'on voit évidemment plus du tout. Il y a vraiment beaucoup d'histoires derrière ce site-là et je me dis que ça aussi, ça pourrait être une belle, source pour vous de capsules. Alors ça serait mes 3 exemples que je pourrais vous donner. Moi, j'ai rien contre que vous m'étonniez puis que vous m'arriviez avec quelque chose d'autre, mais ça serait vraiment le fun d'être capable de jumeler belles images, histoire, en apprendre un petit peu, puis si ça peut être fait avec le sourire puis on trouve que ça s'est fait dans la bonne humeur, moi, je peux pas être contre ça. Je veux apprendre quelque chose. Je veux que les images soient particulièrement léchées. Je veux qu'elles soient belles parce que il y a un potentiel très beau dans les 3 cas. Puis je veux que ça soit fait avec un sourire. Je veux un ton léger. Je voudrais un ton informatif, mais fait avec le sourire. Ça serait ça mes petites contraintes. Puis je sais aussi que dans les 3 cas que je vous donne, peut-être plus difficilement pour la mine, mais dans les 2 autres cas, il y a des sources d'informations faciles à trouver, puis du visuel aussi assez facile à trouver. Moi, je pense que c'est essentiel d'aller fouiller dans les archives. Vous avez au Témiscamingue des gens qui ont de la mémoire puis qui ont gardé des archives visuelles pour en avoir vu, moi, personnellement, dans le passé, qui sont vraiment intéressantes. Je pense évidemment à Radio Témiscamingue. Il y a plein de belles photos, moins de vidéos, mais il y a plein de belles photos qui sont disponibles. Je suis sûr que c'est la même chose pour le parc au Pémican. Puis qui sait, peut-être pour la mine de Gig aussi. Ben dans le fond, vous avez parlé du parc au Pémican. Puis dans le fond, c'est sûr que moi, j'ai pensé aux remorqueurs de bois aussi, tout ce qui touche à la drave. Peut-être que ça pourrait être intéressant d'apporter ça aussi dans le volet historique de Pémican. Ouais, tu préfères quasiment la drave en général, puis tu prends Ouais. le T-Dripper. Ouais, c'est ça, tous les remorqueurs. Puis ben tout comme l'industrie forestière au Témiscamingue, l'histoire. Puis il me semble justement la baie de la mine, quand je travaillais à la maison du frère Moffett, justement, il parlait d'une ancienne mine à Gig, justement. Puis ça pourrait être intéressant d'aller fouiller là-dedans puis de voir s'il y a peut-être des gens qui ont travaillé là, ou les petits-enfants qui pourraient parler de leurs grands-parents qui ont peut-être eu une expérience avec cette mine-là. Fait que ça serait intéressant de voir ça. Ce serait une belle petite expédition dans le bois. Ouais. Est-ce que l'aspect historique, ça vous fait peur, Nelson? Est-ce que l'histoire, c'est quelque chose qui te parle ou... Non, je trouve ça super intéressant comme projet. J'ai aucune idée qui me vient en ce moment, mais je suis sûr que je trouve de quoi d'intéressant. Ah ouais, en fouillant, Ben, bonne chance à vous 3. Je pense que c'est un beau défi. Il y a des choses à apprendre pour nous qui allons écouter vos capsules et sans doute pour vous qui allez découvrir des affaires que vous ne connaissiez peut-être pas non plus. Alors, je pense que c'est un défi qui peut être intéressant pour vous 3. Ben, merci. Merci. Au revoir. Bye, Salut. Bonne journée. Merci. Nos participants viennent de recevoir toute une commande de leur mentor. Comment vont-ils composer avec ce défi? C'est ce que nous allons découvrir à l'instant. Ben, pour l'aspect historique, c'est vraiment intéressant. Puis justement, quand il a parlé de la baie de la mine, ça m'a vraiment fait un flash parce que je connais bien du monde qui ont été explorés là. Je sais pas à quel point c'est légal de rentrer sur le site, mais c'est ça qu'il faudrait vérifier avant parce que c'est peut-être une propriété privée ou si ça appartenait à une compagnie, il faudrait voir parce que ça pourrait être super intéressant. Mais en continuant à réfléchir, justement, il y a comme un flash des sports, justement, les anciennes ligues de baseball qui pourraient être intéressants et aussi toutes les équipes sportives. Je ne sais pas c'est quoi d'autre qu'il y a eu à Ville-Marie ou au Témiscamingue en général, mais ça pourrait être super intéressant de parler aussi des sports parce que probablement qu'il y a des images d'archives de games ou peu importe. Ça pourrait être cool. Je vais contacter la Société d'histoire pour pouvoir aller vérifier dans les archives, voir qu'est-ce qu'ils ont papier pour me renseigner et vidéo que je pourrais utiliser, dépendamment du sujet sur lequel je vais m'enligner qui a le plus d'informations puis qui m'allume le plus. Et à ce moment-là, dès que j'aurai des images ou genre, je pourrais commencer à les filmer. Il y a encore des gens qui font des parties où aller à la baie de la mine ou peu importe, voir où est-ce que ça va m'amener.
Ben, j'aimerais comme un peu encourager, ben, mettons qu'on va dire que ça va être sur les sports, encourager les gens à continuer parce qu'il n'y a plus vraiment de ligue au Témiscamingue. Que de reprendre ça, il y a le hockey, mais les sports d'été, de groupe, il n'y en a plus beaucoup, puis c'est pas super intense. Fait que, pas faire de la promotion, mais quasiment comme, regarder les jeunes, aller dehors, aller jouer, aller vous amuser, dépenser de l'énergie, puis ça, ça amènerait quelque chose de bon aussi pour eux. Ouais. C'est ça, en toute honnêteté, j'ai pas vraiment d'inspiration pour le moment. C'est correct si je dis ça? Ben oui, OK. Je regarde des faces, Chloé, je suis pas capable, on dirait. OK, je vais recommencer. Là. Mais oui, c'est ça, j'ai pas tellement d'inspiration pour le moment, mais j'ai quand même une couple de trucs, mais comme rien de concret. Là. Mais je pense à l'industrie forestière, là, beaucoup les draveurs, l'histoire d'Au Pemican. J'ai travaillé 2 ans au Théâtre Draper, fait que c'est sûr que j'ai quand même une base de connaissances là-dedans. Fait que ça pourrait être intéressant. Sinon, l'histoire de l'art et la culture témiscamienne, peut-être. Ça m'inspirerait peut-être plus, là. Mais je sais pas, tu sais, à quel point s'il y a des trucs, à quel point il y a du contenu. Puis c'est ça à date, là. C'est pas très... Ben oui, c'est sûr que mon reportage sur le bar Rendez-vous, ça m'a inspiré un peu parce que, ben, tu sais, s'il y avait comme apporté... Ben là, c'est sûr que là, c'est pas tant dans l'histoire, là, mais je pense que peut-être qu'il y aurait des connaissances, des gens qui... Sinon, je ferais des recherches là, là-dessus, mais je connais personne à part Jean Leloup qui... Non, ah, je sais pas quoi dire, je suis désolée, j'ai aucune inspiration. Mais je pense que je vais aller lire sur le site de la Société d'histoire. Puis je vais aller lire là-dessus. Parce qu'en fait, il y a comme un... ben, c'est ça, il y a comme un truc qui me fait décrocher là, de l'histoire, je sais pas pourquoi. Là. On dirait que peut-être avec le Théâtre Draper, j'en ai fait beaucoup, puis pas que je trouve pas ça intéressant, mais comme, c'est ça, je pense qu'il va falloir que j'aille au-delà des sites touristiques, parce que c'est ça. Voilà, mais pour répondre à ta question, je vais aller lire sur le site de la Société d'histoire. Ça, c'est inspiré, ça. Écoute, moi je trouve ça super intéressant comme défi. J'aime ça l'histoire quand même, ça va me permettre d'apprendre plus sur les lieux du Témis. Puis écoute, l'histoire, je trouve ça plus intéressant qu'une entrevue, fait que ça tombe direct dans ce que j'aime, là, ça va bien aller. Mais je suis encore en mode de réflexion, c'est sûr. Je vais avoir une idée super intéressante qui n'est pas connue pantoute. Mais sinon, en ce moment, comme idée, j'avais pensé un peu à réserve amérindienne. On ne sait pas vraiment leur histoire, ce qui s'est passé pendant la colonisation du Témiscamingue. Tout le monde sait qu'ils sont là, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Sinon, ouais, ben c'est pas mal toutes les idées que j'ai en ce moment. Ben, je pense m'aller voir sur les sites touristiques du Témiscamingue, donner un peu des idées. Donc, en même temps, ça, c'est ce qui est plus connu. Sinon, je sais que chaque municipalité a leur propre livre du centenaire. Fait que je pourrais peut-être regarder là-dedans. Tu sais, ça parle des histoires de toutes les familles qui vivent dans les villages. Sinon, je peux parler aux gens autour de moi, ils ont vraiment plein d'idées. On va voir ça dans une semaine.
Allô tout le monde, fait que dans le fond aujourd'hui je m'en vais à Rouyn-Noranda pour aller voir Félix Bédéfossé qui va être mon sujet pour mon 3e kino. Fait que c'est ça, j'ai bien hâte d'aller filmer ça, ça va être fait. Puis je suis encore un peu en retard là, juste pour vous dire, faut que je fasse le montage ce soir. Mais je vous reviens après la rencontre, fait que je vous dirai comment ça l'a été. Je viens d'apprendre, je sais pas si vous saviez, mais si la caméra est... que vous savez la baie de la mine là? Mais il y en a plus de mine. En tout cas, il y a pas de mine, fait que là je suis comme j'ai demandé à mon chum, hey, t'as-tu des idées? Puis là je suis en train de prendre des images sur dehors en attendant. Avec le stabilisateur, comme vous pouvez voir, c'est vraiment cool. Parce que je sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Puis personne n'a répondu pour l'équipe des flots, fait que tout va bien en fait. On aime ça. Voilà la société d'histoire. Bon, comme ça on était plusieurs personnes. Moi et ma caméra, on va à la société d'histoire. Je sais pas quoi faire, il reste vraiment pas long. Bon, salut tout le monde. J'étais venu au lac Témiscamingue pour filmer des images de drone. Sauf que là, ça a l'air assez nuageux. Fait que je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais attendre parce que mon drone peut pas recevoir de la pluie dessus. Sinon, il va juste tomber dans le lac. C'est un investissement dans la poubelle. Fait que c'est ça, là. Ok, fait que je viens d'arriver de mon tournage, ça a super bien été. Félix est un peu pressé là, fait qu'on a essayé de faire ça vite, mais comme ça s'est super bien passé, fait que je suis bien contente. J'ai hâte de voir le résultat final, puis de faire le montage. Ça va être un défi. Check. Ça s'est relativement bien passé pour vrai. Au début, j'étais pas bien inspirée, mais finalement, Chloé m'a donné l'idée de faire une capsule sur un musicien de la tulipe. Puis j'ai trouvé ça très intéressant parce que je voulais aborder l'histoire de la culture et l'art du Témiscamingue. Donc ça m'a bien inspirée. Puis dans le fond, j'ai été moins dernière minute que d'habitude, fait que ça m'a aidé. Ben pas tant, là, mais un peu. Ben au début, en fait, c'est que je pensais que c'était à remettre jeudi parce que je suis un peu perdue. Puis finalement, c'était mercredi, fait que là, j'ai eu mon tournage mardi. Mais ça a quand même relativement bien été, c'était bien intéressant, j'ai appris plein de choses. Puis, OK. Ben dans le fond, c'est ça, Chloé m'en avait parlé un peu, puis j'avais trouvé ça bien intéressant. Fait que là, j'ai parlé à Félix Bédéfossé, qui est comme investigateur de l'histoire, Jerry Gosselin. Fait que là, je suis allée parler, puis là, j'ai demandé qu'il m'envoie des archives, tout ça, il m'a fait un document. Fait que là, j'ai eu plein d'archives, j'ai fait des recherches sur Internet un peu, mais c'était plus difficile à trouver parce que c'est vraiment Félix qui a comme tout créé qui a recréé son histoire. Après ça, j'en ai parlé un peu à mon père puis à sa sœur qui savait c'était qui un peu. Puis là, j'ai su comme qu'il avait joué avec Elvis, genre. Puis vraiment comme un personnage j'ai aussi, il connaissait un peu comme la manière qu'il était décédé puis qu'il avait vécu beaucoup de solitude. Puis comme ça m'avait vraiment inspiré. On n'en a pas tellement parlé avec Félix, par exemple, de comme son histoire. Puis c'était plus une histoire musicale puis tout ça, sa carrière. Mais tu sais, ça m'a vraiment touchée comme la manière que... Ben, son personnage, en fait, là, il m'a vraiment interpellée. Parce que, tu sais, j'avais d'autres idées un peu, mais comme quand j'ai su cette histoire-là, j'étais comme, OK, ouais, c'est vraiment un bon sujet. Puis je pense que, tu sais, c'est ça, c'est méconnu, puis ça mérite d'être mis sur la map. Fait que c'est ça. Et si c'était à recommencer, j'aurais peut-être contacté plus de gens que Félix. J'aurais peut-être, tu sais, mettons avec du recul, j'aurais peut-être essayé de trouver quelqu'un de proche, là, genre dans sa famille ou comme quelqu'un, mettons, là, en ce moment, en plus, j'ai en tête comme quelqu'un qui a appris la guitare. Puis ça aurait vraiment été intéressant, mais je me dis, genre, en une semaine, est-ce que j'aurais le temps? Mais comme, ça serait fait sûrement, là. Fait que, avec du recul, j'aurais peut-être demandé à Marcel, tu sais, pour qu'il parle de son expérience, de un peu son... Tu sais, parce que Félix, il l'a pas connu, mais ça aurait été cool d'avoir comme un autre angle, puis comme quelqu'un qui l'a vraiment connu, puis qui savait un peu sa personnalité, puis je pense que ça aurait été plus, genre, le côté amusant que Stéphane recherchait. Puis ça aurait été plus...
Donc, premièrement, je voulais faire ça sur les flots de Belle-Terre. Et le jeudi, je me suis dit, je vais faire un post sur Facebook, probablement que dans mes amis ou les parents de mes amis doivent connaître du monde. J'ai pas eu de réponse jusqu'à dimanche soir. Fait que là, le dimanche soir, je me suis dit, bon, je vais trouver un autre sujet, la baie de la mine. Sauf que je sais pas c'est où. Donc, j'ai demandé à mon chum, hey, peux-tu aller m'amener là-bas? Et il m'a dit, ben triste, la mine a été détruite. Fait que tu vas juste filmer un champ avec des arbres. Fait que là, ça m'a un peu découragée. Puis, le lundi, toute la journée, j'essayais de trouver des idées, ça marchait pas. Tout ce que je trouvais avait déjà été fait, il y avait déjà des reportages. Fait que là, le lundi soir, il me dit « Hey, les régates! » Puis j'avais aucune idée c'est quoi. Fait à ce moment-là aussi, j'ai fait un post pour avoir des informations. J'ai eu aucune réponse encore une fois. Mais le mardi matin, j'ai appelé à la Société d'histoire. Ils m'ont dit « Ouais, on a des images. » Puis là, toutes les personnes que je voyais dans les archives de journal, j'ai essayé de les appeler. Sauf qu'il y en a qui étaient décédés, fait que je pouvais pas les appeler. Ou ils répondaient pas. Sauf Claude Gagnon, qui était le président des régates, puis c'est lui qui avait comme tout organisé, fait que ça a juste bien à donner que personne répondait, mais que ça a été lui. Fait que je l'ai appelé, il m'a dit « Ouais, on a 2 jobs, j'ai 20 minutes. » Fait que j'ai été le voir, je l'ai filmé. Il y avait plein d'informations, plein d'images. Il était full adorable, c'est un gentil monsieur. Donc oui, voilà. Ben, c'est ça, quand j'étais à la Société d'histoire, c'est ça, Cécile Herbette de la Société d'histoire m'a donné les archives du Témiscaminien. Donc c'était des pages de journal des années 70. Et justement, j'essayais de fouiller. Et j'ai trouvé justement les premières régates en 1976, si je me trompe pas. Sinon, ils m'ont donné des photos d'archives que la Société elle avait. Et j'ai trouvé une vidéo sur YouTube des régates de 1993. Mais c'était les seules archives vidéo auxquelles j'ai eu accès, même si probablement que ça existe à quelque part d'autre, sauf que j'ai pas eu la chance de les trouver la journée même. Pour la quantité d'heures que j'ai mis dessus, vraiment quand même assez bonne, parce que justement je voulais pas trop faire d'heures, parce que justement tous les autres kinos, on a exagéré beaucoup, puis là j'ai comme mis 15 heures pour faire la recherche, monter, tournage, puis que tout ça soit fini. Fait que j'étais quand même assez fière de ça. Puis mon intervenant est incroyable. Il manquerait juste probablement des images encore un petit peu, vu que c'est quand même assez long, c'est 5 minutes dans mon entrevue. Et c'est sûr que si j'avais pu le faire devant le lac au lieu de dans son bureau, ça aurait été assez incroyable. Mais il vantait aussi beaucoup cette journée-là, fait ça allait peut-être que ça aurait été moins un bon son dans les micros. Ben écoute, j'ai été serré dans le temps, encore une fois, parce que, au début, je voulais faire le grand feu de Haileybury, qui avait rasé une méchante partie du nord du Témiscamingue, puis un peu de l'Ontario aussi. Ça avait l'air d'un bon sujet, sauf que le lundi, j'ai été à un souper. Puis là, quelqu'un avait parlé de ce sujet-là, que le lac Témiscamingue avait eu des changements d'auteur de l'eau de fou. Là, je commence, c'est plus intéressant. Tu sais, ça, on n'en a jamais entendu parler, contrairement au feu de Haileybury. Ça, il y a déjà une couple d'articles, puis il y a même des statuts qui se remémorent de ça. Fait que je me suis donné le défi de le prendre, sauf que ça, c'était lundi. Puis en plus, je pensais que la remise, c'était jeudi, parce que ça aurait fait une semaine directement après le début, mais finalement, j'avais oublié que c'était la journée d'avant qu'il fallait remettre. Puis là, ça m'a donné à peu près 24 heures pour tout faire. Puis ça a marché, mais écoute, ça n'a pas été facile. En plus, c'est un sujet qui a aucune documentation dessus. J'ai été à la Société d'histoire du Témiscamingue, puis on a à peu près rien là-dessus. Trouver un peu de choses sur les barrages hydroélectriques. Puis, moi, ça, les gens là-bas m'ont aidé, fait que ça a bien été pour ça. Là. Ben, en gros, il y a eu un projet pour faire des barrages électriques au Témiscamingue. Puis là, ils ont fait 2 barrages à Témiscamingue, un peu plus au nord de la ville de Témiscamingue. Puis ça a fait monter le niveau de l'eau en fou du lac Témiscamingue. Puis ça, ça cause des problèmes, évidemment.
Si tu es sur le bord d'un lac, ben maintenant t'es dans l'eau. Tu sais. Puis c'est pas mal ça, là. Les gens étaient fâchés, puis ils ont demandé d'avoir des services pour réparer les dégâts. Puis, je suis pas sûr s'ils ont tout eu ce qu'ils ont demandé, là, mais c'est pas mal ça l'histoire. Ça a surtout été l'article que la Société d'histoire du Témiscamingue a posté sur leur Facebook. C'est vraiment de ça que je me suis inspiré. Puis aussi, un petit peu, j'ai trouvé des archives. Mettons, là-bas, eux autres sont au sous-sol du... Pas du Parlement, mais du Palais de justice. Ouais, c'est ça. Eux autres sont au sous-sol au Palais de justice, puis j'ai trouvé un petit peu d'affaires qui parlaient de tout ça sur le sujet, mais ça a vraiment beaucoup été l'article qui avait mis eux autres. Bon, alors, bonjour Sarah-Jeanne, Nelson et Justine. Content de vous revoir. Salut! Allô? Alors, ça s'est bien passé, tout ça, ce beau défi? Oui, Ah, très, très bien. Ah, ça s'est bien passé. Des gros bugs majeurs ou en général, vous avez bien contrôlé ça? En général, ça a bien été. Là. Pour moi, là, eux autres, je sais pas. Là. Moi, ça a été dernière minute, mais tout a vraiment bien à donner la journée que c'était dernière minute, fait que j'ai pas eu de problème. Je vais vous dire que moi, j'ai écouté donc vos 3 envois et puis j'ai été agréablement surpris et surtout très informé parce que au-delà du défi que je vous avais envoyé avec des exemples, vous avez fait à votre tête et c'est une très bonne affaire parce que vous m'avez surpris dans les capsules que vous m'avez envoyées. Puis, comme je disais, j'ai appris des choses. Fait que ça, c'est toujours bien le fun. L'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est un exercice qui est jamais si le fun, mais que si vous autres, vous devenez réalisateur ou réalisatrice, vous allez avoir à vivre avec ça. Le restant de votre travail, de votre carrière, c'est ce qu'on appelle l'appro. C'est une approbation soit parfois du producteur qui vous engage, mais aussi parfois du diffuseur, que ce soit sur le web ou à la télé. Ça fait partie de ma vie comme réalisateur de télé, moi, depuis toujours. Il y a des appros. Alors, nous, on fait le travail, on présente des trucs, et il y a quelqu'un qui n'était pas du tout dans le processus, qui ne sait pas comment ça s'est passé, qui ne sait pas c'était quoi les défis, c'était quoi les contraintes, et qui arrive et qui regarde votre truc et vous dit « Moi, je trouve que si, moi, je trouve que ça ». C'est un exercice de grande humilité parce que ça dit, et on a souvent tendance à vouloir dire oui, mais c'est parce que tu ne sais pas, il y avait ça, puis il y avait ça. Mais lui, le producteur ou le diffuseur, lui, il s'en fout de comment ça s'est passé. Lui, ce qu'il regarde, c'est le produit final. Fait qu'on va faire si ça vous tente, on va faire cet exercice-là aujourd'hui. Je vais me mettre un peu comme dans la peau d'un producteur ou d'un diffuseur avec ce que vous lui avez présenté, puis comment moi j'ai réagi à ce que j'ai vu. Ça vous va, ça? C'est-tu comme ça qu'on voyait ça? Yes. Parfait. Avez-vous des questions? Non. Pas encore. OK. D'accord. Alors, je propose qu'on commence avec le reportage de Sarah-Jeanne et cette grande curiosité que j'appellerais Jerry Gosselin. Well, today I started loving and right back. J'avais trouvé cette photo-là d'un Jerry Gosselin, un gars de la tulipe. Je me suis dit, bon, il y a sûrement moyen de le retrouver. Tu sais, j'ai essayé le numéro de téléphone, c'était comme un vieux numéro de téléphone. Il était juste écrit, mettons, 6, puis après ça, 4 autres numéros. Tu sais. Fait que c'était comme la fin de son premier numéro. Bref, j'ai pas réussi à appeler ce numéro-là. Puis, j'ai pas réussi à retrouver Jerry Gosselin non plus dans mes recherches. Fait qu'à un moment donné, j'ai pris la photo, je l'ai publiée sur Facebook, puis j'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'aider à retrouver Jerry Gosselin? Et après quelques jours, il est apparu dans ma boîte de courriel le nom de Claude Gosselin, qui me dit qu'il serait le neveu de Jerry Gosselin et puis qu'il commence à me parler un petit peu de son oncle. Et il me dit, j'ai quelque chose pour toi, c'est des cassettes. Fait que Claude Gosselin vient chez moi, il vient me porter une dizaine de cassettes. Et puis, il me dit, écoute, si tu peux les numériser, si tu peux les écouter, tant mieux. Ça serait le fun de pouvoir sauver sa musique. C'est des cassettes de mon oncle. Il s'est enregistré, puis comme tu vas pouvoir entendre sa musique. Fait que j'ai dit, c'est parfait. Fait que je m'installe, je commence à numériser tout ça.
Quelque temps après, Claude Gosselin me réécrit et il me dit: Voici des photos de mon oncle. Il me dit: Mon oncle avait aussi une autre passion que la musique, il était photographe. Fait que je commence à regarder ça. J'ai des photos qui datent des années 50, 60, 70. Certaines, la grande majorité en noir et blanc. Il y en a quelques-unes en couleur aussi, mais comme je disais, c'est des années 70, gros max. Et puis, je commence à porter attention aux photos. Puis, avec toutes sortes d'éléments qu'il y a dessus, je commence à me rendre compte que, OK, ça, c'est probablement une photo prise dans une ville américaine. Après ça, ça a l'air d'être pris dans un studio de télé en Ontario. Après ça, on voit le nom d'un groupe de musique en faisant quelques recherches, c'est un groupe des Maritimes. Bref, je commence avec ces photos-là à me rendre compte que Jerry Gosselin, il a probablement fait des tournées partout en Amérique du Nord. Fait que là, je parle de ça avec son neveu, puis son neveu il me dit: Oui, c'est vrai, dans les années 50, il était engagé à Nashville, qui est la destination pour la musique country. C'est donc dire que Jerry Gosselin avait un talent suffisamment pour aller dans la grande ville de la musique country dans les années 50. Et puis après ça, je commence à avoir un peu d'autres informations ici et là. Et en écoutant les cassettes, quand j'ai commencé à numériser ça, au début, c'est pas la voix de Jerry Gosselin que j'ai entendue. C'est la voix d'un autre homme. La voix d'un homme qui parle un français vraiment cassé. Puis après ça, quand il se met à parler en anglais, bien là, tu vois qu'il est beaucoup plus à l'aise. Il se désigne lui-même comme étant Uncle Charlie. Il dit qu'il enregistre ça, ce message-là, en Ohio, aux États-Unis. Et puis, il s'adresse aux enfants de Jerry Gosselin. Et on comprend dans ce qu'il dit aux enfants de Jerry Gosselin que Jerry Gosselin est décédé. Et quand lui a appris que Jerry était décédé, bien, il a décidé de mettre sur cassette des enregistrements que Jerry lui avait envoyés par la poste pour les renvoyer à ses enfants, pour que ses enfants puissent revoir les enregistrements de leur père. Fait que tout d'un coup, c'est que tous les morceaux d'un casse-tête commencent à se rassembler ensemble. Fait qu'on sait qu'il y a un ami en Ohio, fait qu'il a probablement passé dans ce coin-là aussi, Jerry Gosselin, pendant qu'il était musicien. Ce qu'on comprend finalement, c'est que dans les années 50, Jerry Gosselin a joué du western avec les Bushwhackers et il a joué du rock and roll avec les Double Dates, deux groupes de Belle-Terre. Par la suite, il a fait son propre groupe qui s'appelait The Born Free Man dans les années 60 et il a accompagné des tonnes et des tonnes de musiciens, des tonnes de groupes un peu partout, en tournée, quand les groupes passaient dans la région, etc. On se dit Jerry Gosselin, personne ne parle de lui en général quand on parle de l'histoire de la musique dans notre région. Pourtant, il a eu une grande carrière, mais ça semble avoir été, comment dire, peut-être que lui-même ne s'en vantait pas beaucoup. Ce que j'ai compris, c'est que c'est un homme qui a été assez solitaire dans sa vie, etc. Ce qui est vraiment particulier, que je me suis rendu compte tranquillement en découvrant ses enregistrements et ses photos, c'est que c'est un pionnier aussi au niveau technique dans les deux domaines. Premièrement, au niveau de la photo, Jerry Gosselin, il prenait déjà en photo à peu près tout ce qu'il faisait. Donc lui-même, ses orchestres, ses voyages, etc. Donc, il a documenté sa propre vie. Ce qui est assez intéressant, parce que c'est pas tout le monde qui prend la peine de documenter sa propre vie, de conserver ça, etc. Donc, le fait qu'il ait documenté sa vie, ça m'a permis de retracer des affaires. Donc, pour toutes ces raisons-là, parce que c'est un pionnier de l'enregistrement, c'est un pionnier de la photo au Témiscamingue, et puis c'est aussi un gars qui a eu une carrière musicale qui a dépassé les limites de notre région, les frontières de notre région, puis aussi qui était un multi-instrumentiste reconnu dans le domaine de la musique country. Bien, je pense que ça vaut vraiment la peine de nos jours qu'on se rappelle de Jerry Gosselin de là-dessus. Over you just long enough to let my heart expand. And today I started loving you again. What a fool I was to think I could get by. Eh bien, dis donc, moi, je suis vraiment déjà, tu m'as conquis, Sarah-Jeanne, parce que je ne connaissais pas du tout l'existence de ce personnage-là au Témiscamingue, alors ça m'a tout de suite happé. C'est vraiment le genre de capsule que si je tombais dessus, j'écouterais, c'est sûr, parce que ça vient chercher un peu de curiosité. Je trouve quand même que de la manière dont tu l'as présenté, c'est hyper original, mais il y a quelque chose qui est vrai dans une capsule ou dans un reportage, qui est toujours la même chose, c'est le hook qu'on appelle en bon français, c'est l'attaque. Qu'est-ce qui va faire que moi, comme téléspectateur ou quelqu'un qui est sur le web,
Après 12 secondes, je vais vouloir continuer à regarder ta capsule. Et ça, c'est dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment le lead. C'est des mots en anglais, je m'excuse, mais qu'est-ce qui va faire qu'après 10 secondes, je vais faire laisser continuer la capsule ou je vais faire next sur mon laptop ou sur la télé. Et tu l'as quand même bien fait au début avec ce bout de chanson-là qu'on se demande un peu. Mais une suggestion aussi qui aurait pu se faire, c'est de commencer avec ton intervenant qui me dit quelque chose comme j'avais trouvé une photo d'un chanteur, puis je ne savais pas trop d'où il venait. Puis en cherchant, j'ai fait une découverte qui était vraiment incroyable. Et là, tu fais ah, mon Dieu. Et là, tu pars, là, tu pars en musique. Tu m'intéresses et tu me titilles avant de trop m'en donner. Et somme toute, tu l'as quand même assez bien fait en début avec ce plein son-là de musique d'un gars qu'on se demande c'est qui. Mais il y a toujours moyen des fois d'aller chercher un petit peu plus encore d'intérêt de la personne qui écoute. Aussi, un élément que j'ai trouvé qui aurait pu se faire assez facilement, c'est de m'informer un petit peu plus sur c'est qui ce gars-là, Félix Desfossés. Pourquoi lui, ça l'intéresse de ce chanteur-là? D'où il sort? Est-ce que c'est un historien? C'est-tu un tripeux de musique et qui est tombé là-dessus par hasard? Tu sais, je me suis dit, bon, ben, c'est qui Félix pour ce gars-là, pour Jerry Gosselin? Ça c'est le genre d'affaire qui peut très bien se faire en une seule phrase. Je m'appelle Félix, puis je tripe sur la musique. Puis quand j'ai su qu'il y avait un musicien au Témiscamingue qui avait fait quand même une carrière à l'étranger, ça m'a vraiment impressionné. Vraiment juste pour me dire, lui, pourquoi il s'intéresse à ça. Mais ça, c'est un détail vraiment. Dans la majorité, puis on va revenir aux autres capsules aussi, dans la majorité des capsules que vous m'avez présentées, il y a quelque chose qui est un détail, mais vous avez en poche des images d'appoint qu'on appelle, des photos dans le cas de Jerry. Il faut le plus possible éviter quand on fait une production comme celle-là, une capsule comme celle-là, ce qu'on appelle les coupures pendant la livraison d'un intervenant. Et les images d'appoint devraient principalement servir à couvrir ces coupures-là, ce qui fait qu'on ne passe pas de l'intervenant à l'intervenant dans une coupure. Généralement, on va essayer d'éviter ça. C'est pas toujours possible, mais quand on est capable de l'éviter, c'est toujours plus heureux. Aussi, une forme qui va s'avérer vraiment bonne en montage, c'est d'être capable aussi, dans une entrevue, de varier la valeur de plan de l'intervenant. Le plan de l'intervenant de Félix est super beau, super bien cadré, mais tu sais, on aurait pu, pendant l'entrevue, de temps en temps, changer la valeur du plan. Ce que je veux dire par changer la valeur du plan, je pense que vous le savez, c'est-à-dire redevenir un petit peu plus serré, un peu plus large. Et ça dynamise tout simplement la proposition. C'est pas essentiel, mais ça dynamise la proposition. Puis des fois, ça permet justement de passer de lui à lui, parce que la valeur de plan étant différente, ça fait une plus belle coupure que de passer d'un plan large à un plan large. Et ça, ben, c'est assez la base quand on peut couvrir les coupures. C'est un peu à ça que ça sert les images d'appoint. Une autre façon d'agrémenter le contenu aussi dans cette capsule-là, ça aurait été parce que tu avais quand même beaucoup de photos. Dans la mesure du possible, ça aurait été de donner un peu plus d'infos par écrit sur les photos qui apparaissent à l'écran. Si tu les sais, bien sûr, quand c'est possible, évidemment. C'est quoi cette photo-là? Quelle année? C'est où? C'est quoi le contexte? L'intervenant le disait un peu dans son texte, mais si tu peux me l'appuyer, ça fait juste un fini encore plus appuyé. Mais pour vrai, c'est une capsule que j'ai eu vraiment du plaisir à écouter. Puis j'ai appris vraiment quelque chose vraiment intéressant sur cette personne-là que je ne connaissais pas du tout. Alors moi, je te dis bravo, c'est vraiment une belle capsule intéressante. Ben merci beaucoup. As-tu quelque chose à dire par rapport à mes commentaires? Y a-t-il des affaires que tu comprends pas? Ou que Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Je vais utiliser ces commentaires à bon escient et je vais essayer de renforcer mon reportage. Parfait. Évidemment, tout ce que je vous dis ce matin, comme je disais au début, moi, là, je vous fais des commentaires en ne sachant pas du tout les contraintes que vous aviez au tournage. Alors, c'est vraiment une vision de quelqu'un qui regarde la capsule et qui se dit, moi, sachant pas ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, voici mes propositions. Mais je sais très bien que derrière, quand on part en tournage, entre ce qu'on voulait et ce qui s'est passé, souvent, il y a ces deux mondes. Mais ça, dans le cas de cette capsule-là, ça a été super bien rendu. Bravo. Merci. J'aurais le goût qu'on continue avec la capsule présentée par Nelson. Encore là, une information que moi, je ne connaissais pas sur notre fameux lac Témiscamingue. On peut l'écouter. Saviez-vous que le lac Témiscamingue était partiellement artificiel? En effet, de 1909 à 1913, la construction des barrages Témiscamingue ont fait drastiquement monter le niveau de l'eau du lac Témiscamingue.
de telle sorte qu'en 1917, le niveau d'eau du lac Témiscamingue avait monté de 17 pieds. Évidemment, cette hausse du niveau des eaux a causé beaucoup de problèmes aux résidents vivant près des cours d'eau. Comme par exemple, les résidents de l'île du Collège se sont fait totalement isolés du reste du monde lorsque leurs chemins de terre se sont fait enterrer par la hausse du niveau de l'eau. Après de nombreuses plaintes concernant leur mode de vie et une pétition envoyée à la municipalité de Ville-Marie, les résidents de l'île du Collège ont enfin obtenu une chaloupe qu'ils pouvaient utiliser pour voyager de l'île jusqu'à la rive lorsqu'ils voyageaient seuls. Après plusieurs décennies à voyager à l'aide d'embarcations flottantes, le gouvernement décida enfin en 1947 de financer la construction d'un pont reliant l'île du Collège à la rive. À comparer à ça, le pont temporaire à Guigues paraît pas si pire. Lorsqu'ils obtinrent enfin la subvention, ce sont les résidents de l'île du Collège qui prirent la roche des deux côtés de la rivière pour l'entasser au milieu et ainsi créer un pont. Le pont fut ensuite élargi et relevé en 1950 pour permettre à deux voitures en sens inverse de pouvoir traverser simultanément et aussi d'empêcher les vagues d'embarquer par-dessus le pont. Une autre conséquence de la hausse du niveau de l'eau est que de nombreux agriculteurs se sont retrouvés avec leurs terres submergées. La plupart d'entre elles sont même encore possédées par certains agriculteurs. À cause du manque d'informations sur cet événement, je ne peux confirmer si les familles ayant subi des pertes suite à l'augmentation du niveau de l'eau ont reçu une compensation financière. Mais selon mes recherches, il existe maintenant une loi au Québec permettant aux riverains d'obtenir une compensation financière pour les dégâts causés par les variations du niveau de l'eau. Merci beaucoup d'avoir écouté ma petite capsule historique et on se revoit très bientôt. Eh bien, alors qu'on pense qu'on sait un peu tout sur le lac, qu'on a entendu toutes les histoires, moi, j'étais pas au courant de cette histoire-là de niveau d'eau qui est franchement fascinante et qui est surtout déroutante, surtout pour les gens qui vivaient autour du lac. Alors, Nelson, vraiment une belle recherche de contenu. L'information est vraiment pertinente. Tu es allé loin dans ta recherche aussi avec la notion de qu'est-ce qui s'est passé pour les résidents qui avaient été contraints de perdre une partie de leur terrain puis qui avaient des désavantages clairs là-dessus. Fait que bravo pour ça. Puis c'est aussi une capsule que j'ai écoutée avec beaucoup d'intérêt. Tu as choisi dans ta capsule d'être toi on cam, qu'on appelle en stand-up. Tous les mots sont en anglais, je suis vraiment désolé, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Tu es en stand-up dans ta capsule, c'est très bien. J'aurais eu tendance à vouloir que tu te déplaces de temps en temps. Tu sais, as 3 ou 4 interventions en stand-up à la caméra. Ça n'aurait pas été très compliqué de te déplacer puis de varier tes plans, ce qui aurait fait que j'aurais eu différents points de vue autour de ce coin-là du lac. C'est souvent, on n'y pense pas, mais quand on est capable, puis je sais que des fois le temps ne le permet pas tout le temps, mais ça n'aurait pas été super compliqué de te déplacer puis de varier les plans sur toi. Encore une fois, beaucoup d'images. Tu avais accès à beaucoup d'images et des belles images. Les images de drone sont magnifiques. Les images donc à vol d'oiseau. Super belles images. Encore une fois, le maximum possible, on essaie de couvrir les coupures d'images de toi à toi, disons. On essaie de couvrir ces cotes-là. C'est pas élégant quand on le voit. Puis quand on a la possibilité de le faire, on le fait. Tu avais accès à beaucoup d'images, ça aurait pu se faire. Quand on fait l'insertion de la blague que tu fais sur le pont à Guigues, il faut s'assurer quand on fait ça que la majorité des gens qui vont l'écouter vont la comprendre. Tu vois, moi, je suis pas dans la région actuellement, j'ai pas compris la référence au pont à Guigues. Aurait peut-être fallu, que tu me donnes un petit peu plus de détails pourquoi tu amenais cette notion-là du pont de Guigues. Moi, j'ai salué l'effort, en tout cas, de faire un aparté qu'on appelle, puis d'aller pointer quelque chose d'existant aujourd'hui. Je sous-entends un peu qu'est-ce que tu voulais dire par ça, mais comme je suis pas dans la région actuellement, j'ai pas totalement saisi la blague. Aurait peut-être fallu, comme je disais, un mot ou deux de plus pour que je la comprenne. Grosso modo, pour vrai, cette capsule-là est fort informative et ça va certainement rappeler des souvenirs à bien des gens qui l'ont vécu, cette période-là, et qui a dû être vraiment traumatisante pour eux. Alors là-dessus, moi, je te lève mon chapeau. C'est vraiment une belle capsule. Il y avait un petit élément que j'ai oublié, je vais revenir. Un autre élément aussi, c'est qu'on va essayer généralement dans le montage d'éviter d'insérer une image par-dessus une autre image. À un moment donné, tu fais apparaître une image, une photo qui apparaît par-dessus toi. Généralement, dans les codes de montage, on va essayer d'éviter ça. On va passer par
par soit un fade au noir puis revenir à une image. Parce que d'appliquer une photo sur une autre image vidéo, généralement, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter. C'est un essai que tu as fait, c'est très bien. Mais en général, dans un mode, disons, de professionnel, on évite ce genre d'appliquer là de photos sur une image. Mais c'est vraiment un détail. Là, je suis vraiment dans le détail. Donc, une capsule vraiment intéressante, informative, puis je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui vont écouter ça et qui vont en apprendre beaucoup. Des questions? Ouais. As-tu des questions, des commentaires, Nelson? Ben, je pense que je vais utiliser certains de tes trucs, là, celui de changer où est-ce qu'on filme. C'est sûr, c'est une bonne idée, ça rajoute de l'intérêt. Ouais, c'est pas super compliqué, ça prend pas nécessairement beaucoup plus de temps, puis ça dynamise un petit peu la proposition, c'est sûr. Ben, merci beaucoup pour tes commentaires. Je suis sûr que ça va vraiment aider mes prochaines productions. Là. Ça va plus me gager ce qui est bon et ce qui est à travailler. Parfait, c'est ça le but. On pourrait peut-être finir donc avec la capsule de Justine sur les régates de Ville-Marie. Ça, c'est super aussi. Yes. Il y avait un type de Valleyfield qui avait un Grand Prix. Et puis, son nom, c'était Robert. Son autre nom ne me vient pas l'idée, là. Mais lui, il y avait réellement il y avait réellement un bateau qui marchait. Puis que c'était lui qui ramassait presque à chaque année les courses des régates internationales. Mon nom est Claude Gagnon et je suis un entrepreneur électricien ici de la région, un homme d'affaires de la région du Témiscamingue. Et quand on parle de régates, bien, les régates, c'est un retour en arrière parce que, je vais vous dire, ça date de plusieurs années. Les premières régates qui ont eu lieu ici à Ville-Marie, c'est en 1976. On avait fait des régates régionales. Devant l'ampleur de la demande de la population, puis aussi au niveau des gens qui étaient intéressés à voir les plus gros bateaux courir, moi, j'ai fait des démarches pour avoir des régates internationales. C'était à ce moment-là l'Organisation internationale des régates qui était à ce moment-là à Valleyfield. Il y avait des régates de Valleyfield, puis il y en avait à plusieurs endroits ici au Québec. Et en 81, on a obtenu l'autorisation de faire des régates internationales. Ça a donné un engouement assez spécial, puis c'était toutes des bolides parce qu'on se ramassait avec des catégories de bateaux beaucoup plus grosses que ce qu'on avait avant. Avant ça, c'était des chaloupes qu'on avait, puis des petits bateaux là, qui à un moment donné, ça ne roulait pas tellement vite, mais ça faisait un beau spectacle. Alors, on avait à ce moment-là 5 catégories de bateaux, puis de différents noms de mémoire. Là, je ne pourrais pas peut-être toutes les énumérer, les différentes catégories, mais c'était tout classé en fonction de la capacité du moteur qui était sur le bateau. Et le plus gros bateau, qui avait le plus gros moteur, je me rappelle, c'était un bateau de 500 HP, c'était les Grands Prix. Et puis les Grands Prix, c'était des bolides qui roulaient à des vitesses de 150 km/h, puis même de 175 km/h. Dans les années 76, quand on a commencé à faire des régates locales ici, moi j'avais acheté un bateau à 150 forces. C'était, ils appelaient ça la catégorie tunnel. Et c'était un bateau qui roulait à peu près à 115 000 à l'heure à peu près. Je vais vous dire que les dents nous séchaient dans la figure quand on ouvrait la bouche sur le lac. Et j'ai coursé durant 3 ans, et je l'appelais le kamikaze. Il fallait être kamikaze pour courir avec un bateau comme ça. J'ai déjà gagné jamais des premières positions, j'ai déjà gagné des deuxièmes positions, mais c'était bien le fun. C'était plus le plaisir de courir que d'avoir le prix, parce qu'il n'y avait pas des grosses bourses dans ce temps-là. Là. Il y avait des petites bourses qui donnaient là, avec des petits trophées, puis c'était ça qui était notre récompense de participation. Pour moi, les régates, c'était quelque chose. J'ai même été commodore. J'ai mon chapeau qui est là, le chapeau blanc. C'est mon chapeau que j'ai eu quand j'ai été commodore. Moi, j'ai été commodore en 1985 des régates. Quand il y a une régate comme ça, il y a un commodore c'est lui qui est le chef de tous les bateaux et qui donne les directives. Il peut disqualifier un bateau, il donne toutes les directives de sécurité puis de tout ce qu'il y a. Fait que j'ai eu la chance d'avoir été nommé commodore pour les deux, parce qu'il y avait 2 jours d'activité. C'était l'activité du samedi puis le dimanche, là, quand il y avait des courses. On faisait un tirage, hein?
Et puis, il y avait des duchesses qui vendaient des billets. Puis celle qui vendait le plus de billets, ben, c'était elle qui était couronnée la reine des régates. Ça ici, il y avait 5 duchesses. Puis moi, c'est l'année que j'étais commandant. Mais c'était une grande activité, tu sais, pour une petite région comme la nôtre ici, ça déplaçait beaucoup de gens. Nous autres, il se ramassait au-delà de 35 à 40 000 personnes ici, là, durant cette fin de semaine-là. Moi, à ce moment-là, j'étais encore propriétaire de l'établissement qui s'appelle l'Hôtel Ville-Marie. Et l'Hôtel Ville-Marie, là, c'était plein à craquer, ça, puis c'est pas croyable le monde qui passait là. Moi, je pense que je ne fais pas une pensée, je suis convaincu, j'ai tout le temps été un ambassadeur moi, pour la région du Témiscamingue parce que moi, je trouve qu'au Témiscamingue, on a une belle région qui est méconnue des Québécois. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, puis la seule chose, tout ce que je trouve, c'est que ça a passé trop vite. Ah ben ça, c'est des souvenirs pour beaucoup de gens de la région. Les régates, ça a marqué une période dans la région, autant à Ville-Marie que dans tout le Témiscamingue. Et aujourd'hui, ce que j'en sais, c'est qu'il y avait des gens qui étaient vraiment pour que ça continue, puis des gens qui étaient un peu moins pour. Mais avec ces belles images-là, c'est des bons souvenirs pour la majorité des gens qui aimaient ce type d'événement-là. Fait que bravo, c'est un bon choix de sujet, je trouvais. Beaucoup d'images, on n'en a jamais trop. Tu as bien utilisé les images, Justine. Mais encore là, puisque tu avais beaucoup d'images, on aurait pu décider dans cette capsule qui est un petit peu, si je ne me trompe pas, un petit peu plus longue en durée que les deux autres, tu aurais pu utiliser ces images-là avec des cassures dans la livraison de l'entrevue de M. Gagnon. Tu aurais pu ouvrir un petit peu qu'on appelle. C'est-à-dire que M. Gagnon parle, elle m'en est juste un plein son de musique qui fait, avec des images qui apparaissent, juste pour nous laisser le temps nous, on appelle ça respirer un peu en montage et repartir avec un bout d'entrevue. Souvent, on a le réflexe de mettre bout à bout tous les bouts d'entrevue qu'on a choisis, mais des fois, surtout quand tu as un truc qui est un petit peu plus long, d'ouvrir puis de rythmer avec un petit peu de musique, ça peut être le fun quand on a assez d'images pour le faire. Aussi, comme elle était plus longue, on aurait pu choisir de choisir une deuxième musique quand c'est un peu plus long. Tu commences avec un type, et à un moment donné, tu fais une cassure, puis tu t'en vas dans un autre rythme. Ça aussi, généralement, en montage, on essaie de créer ça, des changements de rythme, un petit peu une relance dans la capsule. L'entrevue de M. Gagnon, je te le cache pas, j'aurais bien aimé qu'elle se fasse près de la baie du lac Témiscamingue. Dans son bureau, j'imagine toutes les raisons pourquoi, mais tu sais, dans son bureau, tu avais accès à ses photos, tout ça. Dans un monde idéal, tu aurais pu y aller aussi chercher ses photos, mais j'aurais vraiment aimé que M. Gagnon fasse toute cette historique-là de la régate devant la baie de Ville-Marie où ça se passait, qui est encore accessible et qui n'est pas trop loin. Mais vraiment, une belle capsule. Je serais curieux de savoir, je vais être honnête avec toi, l'image de l'entrevue est quand même assez sombre. On se demandait un petit peu où on était dans ce bureau-là. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça s'est passé, le tournage de l'entrevue? Ouais, ben en fait, c'est parce que j'avais plusieurs personnes que je voulais interviewer en premier. Puis là, ça a donné que je l'ai appelé, puis il m'a dit, ouais, j'ai une demi-heure entre deux jobs à mon bureau, puis ça s'est fait tac, 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 puis c'est ça, l'image est un peu sombre, mais c'est parce que j'ai mis aussi un petit filtre pour que ça fasse un peu plus vieillot, pour que ça soit une capsule historique. Je trouvais que ça ajoutait quelque chose, mais c'est sûr que c'est un peu sombre. Parfait. Peut-être que j'aurais dû augmenter un peu plus la luminosité, mais c'était voulu. Parfait. Ouais, voilà. Une petite affaire, effectivement, on aurait pu. Mais c'est un très bon point de ramener l'image, d'intégrer l'image à l'époque, c'est une bonne idée. Puis j'ai vu aussi que dans l'entrevue, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais tu as varié ton plan. À un moment donné, on avait un autre axe sur M. Gagnon. Ça aussi, quand c'est possible de le faire, c'est toujours le fun d'avoir différents axes, que ça fait plus dynamique, tout simplement, en montage. C'est vraiment ça. Mais vraiment, encore une fois, une capsule que j'ai eu bien du plaisir à écouter parce que ça rappelait des souvenirs. Puis je pense que la majorité des gens qui vont écouter cette capsule-là vont dire la même chose. Fait que vraiment, comme je vous disais tantôt,
entendre des commentaires sur le travail qu'on a fait à sueur de bras, comme on dit. C'est jamais super le fun, mais c'est souvent constructif. Puis il faut toujours le prendre en se disant, ah ben oui, OK, je prends ça. Puis des fois, on va se dire, bon, ce qui a été dit pour ça, je trouve pas que ça s'applique. C'est aussi votre travail à vous de discriminer ce qu'on dit, l'information qui est reçue. Des fois, il y a des approbations qui vont être beaucoup plus directives. Je ne veux pas ça, je veux ça. Ça, des fois, on n'a pas le choix. Mais souvent, une approbation qui est faite un petit peu plus agréablement, c'est des suggestions, c'est des demandes. Et ça, je vous le dis vraiment, si vous devenez réalisateur ou réalisatrice en télé ou en web, ça va être l'histoire de votre vie, vraiment. Quand on s'est parlé auparavant, avant le tournage de vos capsules, on avait mis ensemble quelques balises au niveau de vos capsules. J'avais demandé que les images soient léchées et qu'on porte une attention particulière aux images. Pour vrai, dans les 3 cas, il y a de très belles images, des choix d'archives, de la recherche d'archives, chapeau. J'avais demandé que ce soit une capsule informative, historique, mais avec un sourire. Je sais que ça, c'est un défi un petit peu plus délicat. Ça a été tenté un petit peu, dans le cas de Nelson, d'amener un sourire. Je salue le travail là-dessus. Je n'ai pas senti dans les capsules qu'on avait tellement été loin à ce niveau-là, mais c'était une commande qui était peut-être difficile à amalgamer avec une capsule historique et de me faire sourire. C'était peut-être un peu audacieux comme demande. Mais sinon, généralement, vous avez rempli les critères qui avaient été demandés. J'ai appris des choses, j'ai été intéressé. Puis c'était dans l'histoire de la région, puis c'était fort intéressant. Fait que pour ça, bravo. Ben, merci. Ben moi, j'ai trouvé l'expérience super intéressante, puis je vous souhaite vraiment à tous 3 la meilleure des chances, puis peu importe ce que vous allez choisir comme métier, je pense que vous êtes sur une bonne lancée. Puis n'oubliez surtout pas que dans le milieu de la production télé ou web, il y a énormément de métiers qui sont inconnus, méconnus, qui sont dans l'ombre, mais qui sont souvent tout aussi intéressants que les métiers un petit peu plus en avant-scène. Fait que pensez à vos affaires, allez voir ce qui vous intéresse le plus, puis faites les choix en conséquence, puis je ne suis pas inquiet pour vous. Vous avez de l'avenir. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup. Bye bye. Bonne journée. À vous aussi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Témiscamingue regorge de petits bouts d'histoire qui ne demandent qu'à être découverts ou redécouverts. Nos participants ont fait de l'excellent travail de recherche. Soyez au rendez-vous du dernier épisode de Format Éclair, au cours duquel seront diffusées toutes les capsules qui ont été réalisées pendant les 5 émissions. Après avoir retravaillé leurs vidéos en fonction des commentaires des mentors, les participants nous dévoileront le produit final des capsules Format Éclair. À la semaine prochaine!